Chers élèves, bonjour. Je suis Mohamed Hedi Zgouji, professeur au lycée Pilote Siliana. Je vous présente aujourd'hui une séquence d'apprentissage intitulée Le soi et le non-soi, faisant partie du thème L'immunité de l'organisme. Cette séance est destinée aux élèves de 4e année sciences expérimentales sous l'assistance pédagogique de l'inspecteur M. Younes Chal. On commence notre séance par l'observation de quelques documents. Le premier document représente 2 cas de greffe de peau. Dans le premier cas, le greffon, c'est-à-dire le fragment de peau greffé, est rejeté après 2 semaines, alors que dans le deuxième cas, le greffon est accepté. Ce qu'on peut tirer, c'est que la greffe n'est pas toujours réussie. Tantôt, il y a rejet de greffe, tantôt, il y a acceptation ou bien tolérance du greffon. Le présent document représente un graphique qui montre la variation du taux de succès de la greffe en fonction du lien de parenté ou bien dans 3 cas différents. Dans le premier cas, le donneur et le receveur sont des vrais jumeaux. On remarque que parmi 23 greffes réalisées, il y a succès ou bien réussite de 23 greffes, ce qui montre que la réussite est de 100%. Dans le deuxième cas, lorsque le donneur et le receveur sont des individus apparentés, c'est-à-dire appartiennent à la même famille, regardons que le taux de réussite est proche de 50%. Dans le troisième cas, lorsque le donneur et le receveur sont 2 individus non apparentés, vous regardez parmi 12 greffes réalisées, il y a rejet dans 12 cas. C'est-à-dire il y a, ou bien la réussite est nulle dans ce cas-là. Ce qui montre que le pourcentage de succès de la greffe dépend bien du degré de parenté entre donneur et receveur. Dans le dernier document, il s'agit bien d'une modélisation en 3D des poumons infectés par le coronavirus, réalisée à l'aide d'un logiciel particulier et à partir du scanner thoracique. Donc, dans cette modélisation, nous apparaît le tissu sain adjacent au tissu infecté, ce qui montre que notre organisme, il peut s'attaquer à ses propres cellules lorsqu'elles sont infectées. Dans le dernier document, c'est une photo d'un cas de cancer des lèvres qui montre que les cellules cancéreuses des lèvres sont lésées. De la même façon, l'organisme aussi peut s'attaquer à ses propres cellules lorsqu'elles sont anormales, comme ces cellules cancéreuses. On peut tirer à partir
de l'étude de ces différents documents que les greffes d'organes ne sont pas toujours réussies. Le taux de réussite de la greffe augmente avec le degré de parenté entre donneur et receveur. L'organisme peut s'attaquer à ses propres cellules lorsqu'elles sont anormales ou lésées, comme les deux cas étudiés, les cellules cancéreuses ou bien les cellules infectées. Ce qui nous amène à poser la question suivante: comment l'organisme distingue-t-il ses propres constituants qu'on appelle soi des éléments étrangers ou qui le sont devenus qu'on appelle non-soi afin de maintenir son intégrité? Autrement dit, comment l'organisme peut reconnaître ce qui lui appartient de ce qui lui est étranger à lui? Ce qu'on vient de voir, c'est que l'organisme rejette les greffons et peut accepter d'autres greffons. La question qu'on va se poser, c'est comment expliquer l'acceptation ou le rejet du greffon. Pour cela, je vous propose une série d'expériences de greffe. Au début, je vous rappelle à quoi consiste une greffe. Donc, une greffe consiste au prélèvement d'un organe ou d'un fragment d'organe et même d'un tissu chez un donneur et le transplanter chez un individu receveur. Commençons par la première expérience. Dans la première expérience, le donneur est lui-même le receveur. C'est-à-dire, nous avons prélevé un fragment de peau, par exemple, chez une souris blanche et on le transplante chez la même souris. Donneur est lui-même le receveur. Dans le cas où le donneur est lui-même le receveur, il y a acceptation du greffon et il s'agit d'autogreffe. Dans la deuxième expérience, le donneur et le receveur appartiennent à la même lignée, c'est-à-dire ils sont génétiquement similaires. Nous avons prélevé donc un fragment de peau chez une souris blanche donneuse et nous avons transplanté ce fragment chez une souris blanche receveuse. On remarque qu'il y a acceptation du greffon. Il s'agit d'isogreffe ou homogreffe. Donc, comme vous remarquez, dans les deux cas d'autogreffe et d'isogreffe, il y a acceptation du greffon. Comment expliquer donc ces résultats obtenus? Dans les cas d'autogreffe et d'isogreffe, on note l'acceptation du greffon, c'est-à-dire que les tissus du donneur et du receveur sont compatibles. Il s'agit d'une compatibilité tissulaire ou histocompatibilité. L'organisme du receveur a considéré donc le tissu du donneur comme un soi qu'il accepte. Passons maintenant à la troisième expérience. Dans cette expérience, le donneur et le receveur appartiennent à la même espèce, mais sont génétiquement différents. Le greffon est prélevé chez une souris donneuse grise et transplanté chez une souris blanche receveuse. Dans ce cas, il y a un rejet du greffon au bout de 12 jours. Il s'agit d'une allogreffe. Maintenant, passons à la quatrième expérience et la dernière. Dans ce cas-là, le donneur et le receveur appartiennent à deux espèces différentes. Dans ce cas-là, le greffon est prélevé chez une souris blanche donneuse
est greffé, par exemple, chez un lapin. Vous voyez qu'il y a un rejet très rapide du greffon. Il s'agit de xénogreffe ou hétérogreffe. Expliquons maintenant les résultats obtenus dans les deux expériences 3 et 4. Dans les cas de xénogreffe et d'allogreffe, on note le rejet du greffon, c'est-à-dire que les tissus du donneur et du receveur sont incompatibles. Il s'agit d'une incompatibilité tissulaire ou histo-incompatibilité. C'est-à-dire que l'organisme du receveur considère le tissu du donneur comme un en-soi qui le rejette. Résumons schématiquement ce qu'on vient de voir. La greffe peut se classer selon l'origine du greffon en autogreffe, ésogreffe, allogreffe ou xénogreffe. Ces différents types de greffes se manifestent par l'acceptation du greffon et le rejet du greffon, peuvent s'expliquer par l'histocompatibilité et l'histo-incompatibilité entre donneur et receveur. On peut s'interroger sur l'origine de l'histocompatibilité et de l'histo-incompatibilité. C'est-à-dire, on peut poser la question suivante: à quoi consiste l'histocompatibilité? Pour cette raison, on observe un document qui montre la membrane cellulaire qui porte en sa surface des molécules membranaires de nature glycoprotéique. Ces glycoprotéines sont spécifiques pour chaque individu. Il y a deux types donc, de molécules de nature glycoprotéique, des molécules classe 1 et des molécules classe 2. Ces molécules glycoprotéiques ont été découvertes en surface de toutes les cellules nucléées des vertébrés, mais en premier lieu, elles ont été découvertes pour la première fois en surface des leucocytes humains, c'est-à-dire en surface des globules blancs humains. C'est pour cette raison qu'on distingue deux classes de molécules HLA. Selon leur localisation, la première classe est située en surface de la plupart des cellules nucléées, alors que la classe 2 est située en surface des leucocytes, en particulier les macrophages et les lymphocytes. Alors que la molécule classe 2 est située en surface des cellules immunitaires, en particulier les macrophages et les lymphocytes. En résumé, chez l'homme, il existe à la surface des cellules nucléées des marqueurs tissulaires du soi qui constituent le système HLA, Human Leukocyte Antigen. Ce sont des glycoprotéines membranaires appelées antigènes d'histocompatibilité. On distingue deux classes de molécules marqueurs du soi, à savoir la classe 1 située en surface de la plupart des cellules nucléées, alors que la classe 2 est présente en surface des leucocytes, en particulier les lymphocytes et les macrophages. Et puisque les macrophages et les lymphocytes, ce sont des cellules qui portent en leur surface des molécules HLA2, puisque ce sont des cellules immunitaires, mais aussi puisque ce sont des cellules nucléées, ils portent aussi des molécules de classe 1.
La question qu'on peut se poser, y a-t-il une relation entre les marqueurs HLA que nous avons vus maintenant et l'histocompatibilité? Pour cela, je vous propose un document sous forme d'un graphique qui montre la variation du pourcentage de survie du greffon en fonction du temps, mais dans 3 cas différents, ou bien dans 3 situations différentes. Dans le premier cas, le donneur et le receveur sont frères et sœurs. Dans le système HLA et voisins, donc ils ont des systèmes HLA ou bien des marqueurs HLA similaires. Dans le deuxième cas, le donneur du greffon est l'un des parents, que ce soit le père ou bien la mère, et entre l'un des parents et ses enfants, les systèmes HLA présentent à peu près un taux de 50% de ressemblance. Dans le deuxième cas, dans le dernier cas, les donneurs et les receveurs sont des individus non apparentés, c'est-à-dire possédant des systèmes HLA ou bien des marqueurs HLA différents. Donc, les résultats sont représentés par ces 3 courbes. Comme vous voyez, la courbe en rouge pour le premier cas, lorsque le donneur et le receveur sont frères et sœurs. Vous remarquez que le taux de survie est proche de 100%, alors que lorsque le donneur est l'un des parents, vous voyez que le taux de réussite ou bien le taux de survie du greffon reste assez important, proche de 80%. Mais dans le dernier cas, vous voyez que le greffon est assez rapidement rejeté. Donc, la question, analyser ce graphique afin d'établir une relation entre l'histocompatibilité et le degré de parenté. Lorsque le greffon provient d'un proche parent, c'est-à-dire un père ou bien une mère, l'un des frères ou bien sœurs, le donneur et le receveur sont de même HLA ou de HLA proche, c'est-à-dire un peu similaire. Dans ce cas-là, le pourcentage de survie que nous avons montré, il est élevé, supérieur à peu près de 80%. On dit qu'il y a une tolérance du greffon, il y a une acceptation du greffon dans ce cas-là. Ce qui montre qu'il y a une histocompatibilité entre donneur et receveur. Par ailleurs, lorsque le greffon provient d'un individu non apparenté, le donneur, c'est-à-dire que le donneur et le receveur ont des HLA différents, il y a nécessairement un rejet du greffon. Et ceci s'explique par cette histo-incompatibilité entre donneur et receveur. Ainsi, l'histocompatibilité dépend donc, comme vous le voyez, dépend du degré de parenté entre donneur et receveur et des molécules HLA en surface des cellules greffées. Donc, nous avons montré que l'acceptation ou bien le rejet de greffe dépend des HLA et dépend aussi du degré de parenté entre donneur et receveur. Ceci ne peut être expliqué que par le déterminisme génétique des marqueurs du soi HLA. En effet, sur le chromosome 6 chez l'homme, on remarque la localisation de 4 gènes A, B, C et D qui codent pour les protéines ou bien pour les antigènes du soi HLA. Comme vous le voyez, tous ces 4 gènes sont polyalléliques. Chacun peut se présenter avec un grand nombre de versions alléliques. Et ces gènes qui sont
avec un polymorphisme qui est très élevé, donc forme ce qu'on appelle un complexe majeur d'histocompatibilité ou, avec une abréviation, le CMH. Donc ce CMH, donc, il est formé par des gènes polyalléliques avec un grand nombre donc, de versions alléliques, ce qui va entraîner que chaque individu va avoir une combinaison allélique presque unique. Il est très difficile d'avoir la même combinaison allélique chez deux individus, sauf chez les vrais jumeaux. Donc, chaque individu présente un CMH unique et donc des molécules HLA caractéristiques ou bien spécifiques. Donc, ce qui montre, nous avons expliqué donc que les molécules du soi HLA ont un déterminisme donc génétique. On peut donc se poser la question, puisque nous avons remarqué que l'organisme peut reconnaître, donc, peut distinguer ce qui lui appartient, qu'il accepte, et peut distinguer aussi le non-soi qu'il rejette. Donc, on peut se poser la question suivante. Comment notre organisme distingue-t-il le soi du non-soi? C'est-à-dire, on veut reconnaître le mécanisme par lequel il peut reconnaître ce qui lui appartient de ce qui est étranger à lui. Pour cela, on va voir ensemble ce qui se passe dans une cellule saine ou normale. Dans une cellule normale, au niveau du noyau, il y a une information génétique normale, donc il y a des gènes normaux. Prenons un exemple d'un gène normal qui va s'exprimer, c'est-à-dire par transcription au niveau du noyau et traduction au niveau du cytoplasme, et on obtient une protéine normale. Cette protéine subit la fragmentation par des enzymes qui sont spécifiques et on obtient des fragments peptidiques. Certains fragments peptidiques seront exposés en association avec les molécules HLA en surface de la membrane cellulaire. Donc, la cellule normale porte en sa surface un complexe formé par la molécule HLA et le peptide normal du soi, et ce complexe-là forme ce qu'on appelle le soi immunologique, contre lequel il n'y a pas une réponse immunitaire. C'est ce qu'on appelle la tolérance du soi. Dans un autre cas, une cellule numéro 2, nous avons choisi une cellule mutante ou cancéreuse. Regardez, l'information génétique, elle peut être modifiée. Donc, on va prendre le cas d'un gène muté ou bien modifié qui va s'exprimer de la même façon par transcription et traduction. Et la protéine obtenue, elle est donc anormale. Elle va subir de la même façon la fragmentation par des enzymes spécifiques et on obtient des fragments. Certains fragments vont être exposés aussi en surface en association avec les molécules HLA. Dans ce cas-là, le complexe HLA peptide du soi, mais le peptide du soi ici, il est modifié. Donc, ce complexe-là va constituer ce qu'on appelle un soi modifié. Et puisque ce soi il est modifié, donc nécessairement, il va être reconnu par les cellules immunitaires et va être attaqué. Donc, il va déclencher ce qu'on appelle une réponse immunitaire spécifique. Et donc, ceci nous rappelle les cellules cancéreuses qui ont été lisées au début de la leçon. Dans le troisième cas, on va étudier la cellule infectée par un virus. Donc,
Par exemple, le virus va injecter son matériel génétique sous forme d'ADN, par exemple, c'est un virus ADN, par exemple, et ce matériel va être exprimé aussi au dépend de la cellule cible, et la protéine virale obtenue va être fragmentée de la même façon par des enzymes spécifiques, et certains fragments seront exposés de la même façon en association avec des molécules HLA en surface de la cellule infectée. Donc, dans notre cas, le complexe formé par la molécule HLA du soi et le peptide viral, qui est un non-soi, forment ce qu'on appelle un soi modifié qui va déclencher de la même façon une réponse immunitaire spécifique. Donc, en résumé, dans certains cas, les marqueurs membranaires de cellules appartenant à l'organisme peuvent être modifiés et ne sont plus tolérés. Ce soi modifié est reconnu comme un non-soi et déclenche donc une réaction immunitaire spécifique. Résumons ce qu'on vient de voir dans ce tableau. Nous avons l'origine du peptide. Vous avez aussi la reconnaissance du complexe HLA-peptide et, en dernier lieu, la réponse immunitaire. Est-ce qu'il y a un déclenchement d'une réponse immunitaire ou bien non? Prenons une première origine du peptide. Le peptide est un peptide normal du soi. Dans ce cas-là, le complexe formé en surface de la membrane cellulaire est un complexe HLA du soi, peptide normal du soi, et donc va former ce qu'on appelle donc le soi. Et puisqu'il fait partie du soi normal ou bien sain, donc ne va pas déclencher une réponse immunitaire spécifique. Dans un deuxième cas, sur le peptide d'une cellule mutante ou bien cancéreuse, donc le complexe HLA peptide, c'est un complexe HLA du soi, peptide du soi, mais modifié. Donc, ceci va constituer un soi modifié et déclenche donc une réponse immunitaire. Dans un troisième cas, lorsque le peptide est du type viral ou bien bactérien, dans ce cas, le complexe HLA-peptide est reconnu comme un soi modifié et déclenche une réponse immunitaire. Dans le dernier cas, le peptide est d'une provenance étrangère et il appartient à une cellule d'allogreffe. Donc, dans ce cas-là, le complexe HLA-peptide est reconnu comme un non-soi et déclenche de cette façon-là une réponse immunitaire spécifique. Résumons schématiquement ce qu'on vient de voir. Nous avons vu que le système immunitaire peut reconnaître les cellules saines du soi, c'est-à-dire ses propres cellules saines, et ne déclenche pas une réponse immunitaire contre ces cellules. Il peut aussi reconnaître des cellules du soi qui sont modifiées et, comme exemple, les cellules cancéreuses ou bien les cellules infectées. Et contre ce soi modifié, il peut déclencher donc une réponse immunitaire qui vise à leur destruction ou bien leur lise. Le système immunitaire, il peut reconnaître aussi les cellules étrangères comme les cellules d'allogreffe et de xénogreffe. Il peut reconnaître aussi les microbes pathogènes et les molécules étrangères comme des non-soi aussi. Et dans ce cas-là, le système immunitaire déclenche une réponse immunitaire vis-à-vis ces structures du non-soi. Maintenant, on va aborder la notion d'un antigène. On va commencer par la définition d'un antigène. Un antigène
et toute molécule étrangère, que ce soit d'origine microbienne ou autre, libre ou portée par une cellule, pathogène ou non pathogène, susceptible d'être reconnue spécifiquement par le système immunitaire et de déclencher une réponse immunitaire. D'après cette définition, on peut extraire deux propriétés très importantes pour l'antigène, à savoir son antigénicité, c'est-à-dire sa propriété d'être reconnu par le système immunitaire, et son immunogénicité, c'est-à-dire sa propriété de déclencher une réponse immunitaire spécifique. Je vous montre ici quelques exemples d'antigènes, à savoir, par exemple, le coronavirus, la toxine de la choléra, une bactérie de diphtérie. À la surface de chaque antigène, il y a des molécules qui peuvent être d'origine ou bien de nature glucidique ou bien protidique et contre lesquelles se déclenche la réponse ou bien se déclenche spécifiquement la réponse immunitaire. Donc, regardons ce document-là. À la surface, en surface de la bactérie, par exemple, il y a des molécules contre lesquelles se dirige la réponse immunitaire spécifique. La même chose pour les virus et les cellules cancéreuses étrangères, la toxine, la molécule de toxine, etc. Donc, ces molécules de surface contre lesquelles se déclenche spécifiquement une réponse immunitaire sont appelées des déterminants antigéniques ou épitopes. Les antigènes donc présentent à leur surface une ou plusieurs séquences glucidiques ou protidiques qui constituent ce qu'on appelle déterminants antigéniques ou épitopes, contre lesquels sont dirigées des réponses immunitaires spécifiques. Passons maintenant à une évaluation des connaissances, une évaluation qui est formative et qui vise à tester la capacité de restitution des connaissances suite à cette séquence d'apprentissage, bien sûr. Commençons par une évaluation numéro 1. Je vous propose dans un tableau une liste de constituants et à vous de les classer selon la catégorie à laquelle ils appartiennent. Donc, je vous laisse un peu de temps pour votre réflexion. Je lis la liste des constituants en attendant, bien sûr, vos réponses. Lymphocytes, toxines tétaniques, cellules buccales, champignons microscopiques, cellules cancéreuses, macrophages, VIH, le virus du sida, la pénicilline, lymphocyte, c'est un type de lymphocyte T4 infecté par le virus du sida, par le VIH, et des cellules d'allogreffe. On passe maintenant à la réponse. Le lymphocyte, c'est une cellule propre à l'organisme et qui est normale, donc elle fait partie du soi. La toxine tétanique, c'est un élément étranger à l'organisme, donc elle est reconnue comme un non-soi. La cellule buccale, c'est une cellule du corps, de l'organisme, normale, donc elle fait partie du soi. Un champignon microscopique, c'est un antigène, donc c'est un non-soi. La cellule cancéreuse, c'est une cellule du soi, mais modifiée, a été modifiée génétiquement, bien sûr. Elle fait partie du soi modifié. Le macrophage, donc, c'est une cellule du soi. Le virus du sida, VIH, donc, c'est un antigène, donc, il fait partie du non-soi. La pénicilline, c'est une molécule étrangère à l'organisme, donc elle fait partie du non-soi. Le lymphocyte T4, c'est un type de lymphocyte qui est la cible du virus du sida, donc c'est une cellule du soi, mais modifiée.
donc fait partie du soi modifié. Le dernier constituant, ce sont des cellules d'allogreffe, donc ce sont des cellules étrangères à l'organisme et sont reconnues comme un non-soi. Passons à l'évaluation 2, qui est sous forme de QCM. Pour chacun des items suivants, indiquez là où les réponses correctes. Commençons par l'item numéro 1. Le CMH, complexe majeur d'histocompatibilité, désigne, on vous propose 4 propositions, des clones de cellules immunitaires, des gènes qui codent la synthèse de molécules HLA, des molécules protectrices solubles dans le plasma et des marqueurs du soi situés en surface des hématies. Quelques instants pour votre réflexion. C'est bien, donc. Tout à fait correct. La réponse exacte est la réponse B. Le CMH désigne des gènes qui codent la synthèse de molécules HLA. Passons à l'item 2. La réaction de rejet d'un greffon se produit lorsque donneur et receveur sont des vrais jumeaux, des faux jumeaux, de CMH différents ou de même groupe sanguin. C'est très bien. La réponse exacte est la réponse C. Donc, la réaction de rejet d'un greffon se produit lorsque donneur et receveur sont de CMH différents. Passons à l'item 3. Les marqueurs HLA chez l'homme sont des protéines du CMH, marquent l'identité de l'individu, sont similaires en cas d'allogreffe, sont situés en surface des hématies. C'est très bien. La réponse exacte, c'est que les marqueurs HLA chez l'homme sont des protéines du CMH. C'est le résultat de l'expression des gènes du CMH. Passons à l'item, à la réponse 2 aussi. Marque l'identité de l'individu, donc c'est une réponse aussi exacte. L'item 4, dans le cas de xénogreffe, le rejet du greffon est dû à l'histocompatibilité entre donneur et receveur, au degré de parenté élevé entre donneur et receveur, à l'origine étrangère du complexe HLA-peptide des cellules greffées, à la présence de marqueurs du soi similaires chez le donneur et le receveur. Tout à fait exact. La réponse correcte, c'est que dans le cas de xénogreffe, le rejet de greffon est dû à l'origine étrangère du complexe HLA-peptide des cellules greffées. Passons à l'item 5. Un antigène est une molécule du soi, est une cellule de l'organisme infectée par un microbe, est une protéine qui permet la défense de l'organisme, est une molécule étrangère qui provoque une réaction du système immunitaire. Tout à fait exact. La réponse correcte est la réponse D. Un antigène est une molécule étrangère qui provoque une réaction du système immunitaire. Nous avons vu dans cette séance c'est quoi le soi et c'est quoi le non-soi. Et nous avons vu aussi comment notre organisme
peut distinguer entre le soi qui va l'accepter et le non-soi qui va le rejeter. Plusieurs questions seront soulevées, comme les propriétés de cette réponse immunitaire, les types de réponse immunitaire, les acteurs et les organes de cette immunité, ainsi que les étapes du déroulement de cette réponse immunitaire spécifique, ce que vous allez voir avec mes collègues. Notre séance est achevée. Je vous remercie pour votre attention et bon courage.